La blanchisserie sentait le bicarbonate de soude et le tissu mouillé. Maylin essorait une chemise qui ne lui appartenait pas au-dessus d'un baquet en bois, et l'eau coulait de ses mains en minces filets. Des mèches de cheveux s'étaient échappées du chignon serré sur sa nuque et collaient à ses tempes. Son dos la faisait souffrir. Aujourd'hui, elle avait lavé le linge de la moitié des cheminots qui vivaient dans les baraquements à la sortie de la ville. Elle entendit des pas lourds sur le perron et ne leva pas la tête. Les clients venaient, jetaient leurs ballots de vêtements sales sur le comptoir, repartaient. Rares étaient ceux qui lui adressaient plus de 2 mots. Une blanchisseuse chinoise. De la main-d'œuvre bon marché. Invisible. « Mademoiselle, excusez-moi !» La voix résonna juste au-dessus de son oreille. Maylin sursauta, se retourna brusquement et leva la tête. Haut. Très haut. Devant elle se tenait un homme de la taille d'un chambranle de porte. Des cheveux roux dépassaient d'un chapeau usé, de larges épaules tendaient une chemise de lin grossier. Ses mains, grosses comme des poings, il les tenait devant lui, comme s'il craignait de heurter quelque chose. Le visage buriné, le nez busqué, et ses yeux la regardaient avec embarras et culpabilité. « Je ne voulais pas vous faire peur, » dit-il en montrant du doigt quelque chose derrière Maylin. « C'est juste que là-bas, les draps, vous n'arrivez pas à les atteindre. » Elle suivit son regard. La corde à linge était tendue en hauteur, trop haut pour elle. Maylin montait sur une caisse quand elle étendait les draps lourds, mais la caisse s'était cassée aujourd'hui. Elle comptait demander à quelqu'un, plus tard, quand elle aurait le temps. Maylin hocha la tête en silence. Le géant roux prit avec précaution, comme s'il craignait de casser quelque chose, un drap humide dans le panier. Le tissu dans ses mains ressemblait à un mouchoir d'enfant. Il s'approcha de la corde, lança le drap par-dessus, le fixa avec des pinces à linge en bois. Puis, il en prit un deuxième, un troisième. « Je m'appelle Sean, » dit-il, sans se retourner. « Je travaille sur les voies. On pose des rails à l'ouest d'ici. » Maylin se tenait debout, les mains serrées sur son tablier. Elle comprenait chaque mot. 10 ans en Amérique, suffisamment pour apprendre la langue. Mais elle se taisait. Elle se taisait depuis ce jour où 3 ouvriers à l'usine avaient ri en se moquant de ses R et de ses L. « Tu parles comme un canard, coin, coin !» L'un d'eux avait même fait « coin, coin » devant son visage. Après cela, Maylin avait décidé, son anglais ne vivrait que dans sa tête, en sécurité, en silence. Sean accrocha le dernier drap et se retourna. Il la regarda de haut en bas, et Maylin se sentit comme un moineau à côté d'un ours. « Vous me comprenez ?» demanda-t-il lentement, comme s'il parlait à un enfant. Elle secoua la tête, baissa les yeux vers le sol. « Ah !» fit-il en se grattant la nuque. « Bon, d'accord. Je voulais juste aider. Ça ne vous dérange pas ?» Maylin leva les yeux, croisa son regard et hocha la tête. Elle sourit à peine. Sean s'épanouit en un sourire en retour, large, ouvert, qui fit apparaître des rides au coin de ses yeux. « Alors c'est bien. Je vais y aller. Au revoir, mademoiselle. » Il se dirigea vers la porte, mais sur le seuil, il se retourna. Il la regarda encore une fois, longuement, si bien que Maylin sentit la chaleur monter à ses joues. Puis il hocha la tête pour lui-même et sortit. Maylin resta au milieu de la blanchisserie, écoutant ses pas s'éloigner sur le plancher en bois. « Ici, je dois m'arrêter et dire quelque chose d'important. Quand j'écris sur Sean, qui travaille sur les voies, et sur Maylin, qui lave du linge dans une ville perdue au bout du monde civilisé, je comprends. Le lecteur moderne y voit une histoire romantique. Le Far West, les cow-boys, les saloons, la ruée vers l'or. Beau,
exotique. Mais je me dois de dire la vérité. Dans les années 80 du 19e siècle, quand se déroule cette histoire, le Far West se construisait par les mains de gens que l'Amérique elle-même méprisait. Les Irlandais fuyaient la Grande Famine, où 1 million de personnes étaient mortes, et 1 autre million avaient émigré pour échapper à la mort. On les appelait « nègres blancs ». Dans les journaux, on imprimait des caricatures où les Irlandais étaient dessinés comme des singes avec une bouteille de whisky. Interdit aux Irlandais et aux chiens, ces pancartes étaient accrochées aux portes des établissements respectables. Pour les Chinois, c'était encore pire. Le chemin de fer transcontinental, grand symbole du progrès américain, se construisait de leurs mains, ou plutôt sur leurs ossements. On leur donnait les tronçons les plus dangereux, faire sauter la roche, être suspendu à des cordes au-dessus des précipices, creuser des tunnels dans la Sierra Nevada. On les payait moitié moins que les ouvriers blancs. Quand quelqu'un mourait dans une explosion, et il mourait par centaines, on jetait simplement les corps dans les ravins. Pas d'enterrement, pas de registre. En 1882 fut adopté le Chinese Exclusion Act, une loi interdisant l'immigration chinoise. La première et unique loi de l'histoire des États-Unis dirigée contre une nationalité spécifique. Les Chinois ne pouvaient être embauchés pour de nombreux emplois. Il leur était interdit de posséder des terres, ils ne pouvaient épouser des femmes blanches. Et les femmes chinoises en Amérique étaient catastrophiquement peu nombreuses, 2 ou 3% hommes. La plupart restaient au pays, car le voyage coûtait une fortune. Voilà pourquoi Meilin est seule. Voilà pourquoi elle lave le linge des autres pour des clopinettes. Voilà pourquoi ces 3 ivrognes ont pensé qu'ils pouvaient s'approcher d'elle. Elle n'est qu'une Chinoise. Qui s'en soucie? Et voilà pourquoi la rencontre de Sean et Meilin, ce n'est pas simplement une histoire romantique. C'est une rareté incroyable. Un Irlandais et une Chinoise. 2 personnes du bas de l'échelle sociale que la bonne société considérait comme des sous-hommes. Ils construisaient ce pays, les rails, les maisons, les routes, les villes. Et en retour, ils recevaient moqueries, coups et mépris. Derrière le mur, quelqu'un jura bruyamment. Un choc sourd retentit. Puis de nouveau des pas, plus rapides, fuyants. Elle jeta un coup d'œil par la petite fenêtre. Sean marchait dans la rue en se tenant le front. Apparemment, il s'était cogné contre un poteau. Il ne regardait pas où il allait. Meilin plaqua sa paume contre sa bouche, retenant un rire. « Grand ours maladroit », pensa-t-elle en anglais, formant silencieusement les mots avec ses lèvres. Bon grand ours. Elle retourna au baquet, plongea ses mains dans l'eau froide. Son cœur était chaud, étrangement chaud, comme si quelqu'un avait allumé une petite lanterne à l'intérieur. 2 semaines passèrent et Sean se mit à apparaître chaque soir. La première fois, il vint avec un bouquet de fleurs des champs, jaunes, mauves, de petites étoiles blanches. Il le tendit sans un mot, rougissant jusqu'à la racine de ses cheveux roux. Meilin prit le bouquet, l'approcha de son visage, respira l'odeur des herbes et de la liberté. Elle murmura en chinois « Merci, homme bon ». Il ne comprit pas un mot, mais sourit comme si elle avait dit quelque chose d'important. Puis il revint, et encore. Il apportait tantôt une poignée de marguerites sauvages, tantôt une branchette avec des baies rouges, tantôt un unique coquelicot sauvage, soigneusement enveloppé dans un mouchoir. Ce soir-là, Meilin triait le linge sur le comptoir, le répartissant en tas, chemises, caleçons, draps. Dehors, le ciel rosissait, se préparant au crépuscule. Des pas lourds familiers sur le perron firent s'accélérer son cœur. Sean entra, tenant dans ses mains une feuille de papier pliée et un bout de crayon. Pas de bouquet. Il s'assit au bord du comptoir. Les planches grincèrent sous son poids si plaintivement que Meilin craignit un instant pour le meuble. « Je veux te dire quelque chose », prononça-t-il gravement,
dépliant le papier. Maylin s'approcha, regarda par-dessus son épaule. Sur le papier était dessiné au crayon quelque chose d'étrange. Un cercle avec des bâtonnets en guise de cheveux, un énorme sourire tordu et 2 points pour les yeux. À côté, une flèche pointant vers un autre cercle, plus petit, avec de longues lignes noires sur les côtés. Comme artiste, Shaun valait à peu près autant qu'un ours comme tailleur. Il pointa le doigt sur le grand cercle. « C'est moi !» Puis sur le petit. « C'est toi !» Maylin hocha la tête, retenant de toutes ses forces un sourire. Le grand cercle ressemblait à une pomme de terre, et le petit à une pomme de terre avec des cheveux. Shaun fronça les sourcils, tira la langue sous l'effort et traça à côté du petit cercle quelques lettres maladroites. Pretty. Joli. Il avait manifestement fait des efforts, mais les lettres dansaient sur le papier comme des cheminots ivres après la paix. Il lui montra, pointa le doigt sur le mot, puis sur elle. Puis de nouveau sur le mot. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Il s'appliquait tellement à faire passer son message qu'on aurait dit qu'il résolvait un problème de mathématiques. Maylin ne put se retenir. Un rire discret s'échappa de sa gorge, clair comme une clochette. Shaun se figea, la regardant avec un tel étonnement qu'on aurait dit qu'il entendait chanter des anges. Il ouvrit même la bouche. « Tu ris ?» marmonna-t-il. « C'est bon ou mauvais ?» Elle prit le crayon de sa main. Leurs doigts se touchèrent un instant. Sa peau était chaude, rugueuse de cale. Maylin dessina rapidement à côté un idéogramme élégant, puis désigna Shaun, puis le symbole. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, en se penchant si près qu'elle sentit l'odeur de résine de pain et de tabac de ses vêtements. Maylin réfléchit. Elle ne pouvait tout de même pas dire que l'idéogramme signifiait « courageux ». À la place, elle mima, elle désigna ses larges épaules, puis serra les poings, montrant la force. Puis elle posa la main sur son cœur, sourit. Shaun hocha la tête avec l'air de quelqu'un qui n'a absolument rien compris, mais qui veut vraiment avoir l'air intelligent. Il prit le papier, le plia soigneusement et le rangea dans la poche de sa chemise. Comme si c'était une carte au trésor, et non un gribouillis d'enfant. La demi-heure suivante, ils la passèrent dans une étrange conversation sans mots. Shaun mimait différentes choses, comment il travaillait avec un marteau, comment il mangeait, comment il dormait. Maylin, en retour, lui enseignait de simples gestes chinois de salutation. À un moment, il joignit les mains d'une certaine manière, essayant manifestement de montrer qu'il avait faim. Le résultat fut quelque chose entre une poule qui danse et un homme pris de convulsions. Maylin fronça les sourcils. Ce geste en Chine signifiait tout autre chose, que la personne était en colère. Elle tenta de corriger la position de ses mains, mais il crut qu'elle était fâchée contre lui. Son visage s'allongea, ses yeux prirent l'expression d'un chiot fautif. Maylin faillit éclater de rire à nouveau. Elle agita les mains en signe de dénégation, puis lui caressa l'avant-bras, comme pour dire « Tout va bien, ne t'inquiète pas. Tu as juste dessiné une poule en colère au lieu d'une personne affamée. » Shaun regarda sa petite paume posée sur son bras. Ses doigts enserraient à peine son avant-bras. Il couvrit sa main de la sienne, avec précaution, comme s'il craignait d'écraser un papillon. Sa paume dissimula entièrement sa main à elle. Ils restèrent ainsi figés. Dehors, la nuit était tombée complètement. Au loin, un train sifflait, revenant de l'ouest. Le vent apporta l'odeur de fumée de la locomotive. « Il faut que j'y aille », dit Shaun doucement, bien qu'il sût qu'elle ne comprendrait pas. « Je reviendrai demain, si tu n'y vois pas d'inconvénient. » Maylin retira sa main, hocha la tête. Elle le raccompagna jusqu'à la porte et ils sortirent ensemble sur le perron. Shaun descendit les marches, puis se retourna, lui fit un signe de la main maladroitement, heurtant le chambranle de son chapeau. Maylin s'assit sur la marche du haut. Lui, après une hésitation, s'installa à côté d'elle,
sur la marche du bas, pour être à sa hauteur. Même ainsi, il était plus grand. Ils restèrent assis en silence, observant les derniers rayons teinter les maisons de bois de tons cuivrés. Au loin, quelqu'un jouait de l'harmonica. La mélodie était triste et lancinante, comme cette terre elle-même. Dans la tête de Maylin résonnaient encore et encore les mots qu'elle ne pouvait prononcer à voix haute. « Je comprends chacun de tes mots, grand ours, chacun. Et si tu savais, comme j'aimerais te répondre. » Mais elle se taisait. Se taisait parce qu'elle se souvenait du rire de ces trois-là à la fabrique, se souvenait de la façon dont ils grimaçaient en répétant après elle « Pléti, pléti » au lieu de « Priti, priti ». Se souvenait de la façon dont l'un d'eux avait fait coin-coin à son visage. Se souvenait de la honte, brûlante et lourde, se déposant dans sa poitrine comme une pierre. « Sean ne rira pas », lui chuchotait une voix intérieure. « Il est différent. Il te dessine comme une pomme de terre avec des cheveux et considère cela comme un compliment. » Mais la peur était plus forte. Sean se leva, épousseta son pantalon, toucha du bout de 2 doigts le bord de son chapeau. Geste d'adieu. Maylin répondit d'un léger hochement de tête. Il s'en alla dans l'obscurité et elle resta assise sur les marches, les bras autour des genoux. Dans la poche de son tablier se trouvait son bout de papier avec ses grébouillis. Elle le sortit, le lissa, relut le « Priti », maladroit aux lettres de travers. Ses lèvres formèrent silencieusement les mots en anglais. « Toi aussi tu es beau, Sean O'Malley. Très beau. Même si tu dessines comme un enfant de 5 ans. » Seul le vent entendit ces mots, les emporta vers les étoiles. Les premières gouttes tambourinèrent sur le toit en tôle de la blanchisserie, quand Maylin remarqua une tache sombre et humide au plafond. Elle s'étendait comme une tache d'encre sur du papier. Elle plaça une bassine dessous, juste à temps. L'eau se mit à goutter avec un son clair, régulier. Une bassine, puis une deuxième, une troisième. Au bout d'une demi-heure, toute la blanchisserie s'était transformée en une palissade de bols, de seaux et de bassines disposées sous les fuites. Maylin se tenait au milieu de cet attirail, la tête renversée en arrière, comptant les trous dans le toit. 8. Non, 9. Au-dessus de sa tête, le ciel s'assombrissait, se chargeait de plomb. Le vent se renforça, hurlant dans les interstices entre les planches. Un véritable orage d'automne s'apprêtait à éclater. La porte s'ouvrit si brusquement que Maylin sursauta. Sur le seuil se tenait Sean. Dans une main, il tenait une caisse à outils en bois, dans l'autre, une bobine de corde et un paquet qui ressemblait à du feutre bitumé. « Toi, dit-il en montrant le haut, je répare. » Maylin secoua la tête, agita les mains. L'averse allait commencer. Il allait être trempé, attraper froid. Elle montra le ciel, la fenêtre, essayant d'expliquer. « Dangereux, il ne faut pas. » Sean se contenta de sourire, se frappa la poitrine. « Irlandais, on ne se noie pas. » Sans attendre de réponse, il alla chercher une échelle dans la cour, l'appuya contre le mur et grimpa. Les planches grincèrent sous son poids au point que Maylin ferma les yeux, s'attendant à un craquement et un fracas. Mais l'échelle tint bon. Elle sortit en courant derrière lui, leva la tête. Sean grimpait déjà sur la pente du toit, s'accrochant d'une main, tirant la caisse de l'autre. Le vent faisait claquer sa chemise, ses cheveux roux se dressaient. « Attention !» cria Maylin en chinois. « Les planches sont pourries là-bas, tout le coin droit est vermoulu. » Bien sûr, il ne comprit pas un mot. Mais quelque chose dans son intonation le fit s'arrêter. Il se retourna, vit son visage effrayé. « Danger ?» demanda-t-il, en montrant autour de lui. Maylin hocha vigoureusement la tête, désigna l'angle droit du toit, puis mima de ses mains quelque chose comme un effondrement. Sean acquiesça. Il avait compris. Il contourna l'endroit dangereux, s'installa sur le faîte du toit, sortit son marteau, ses clous, se mit au travail.
Les premières gouttes lourdes tombèrent quand il arracha la première feuille de vieux feutre bitumé. Puis, ce fut le déluge. Pas de la pluie, un mur d'eau s'abattit du ciel. Meilin se tenait en bas, complètement trempée, criant quelque chose en chinois. De toute façon, il n'aurait pas distingué les mots dans le fracas de l'averse. Shaun, là-haut, travaillait, ne prêtant aucune attention au torrent qui ruisselait des bords de son chapeau. Il colmatait les trous, enfonçait les clous, tendait le nouveau feutre. L'eau coulait le long de ses bras, de son visage, inondait ses yeux. Quand il descendit enfin, il ressemblait à un chien roux mouillé. Sa chemise collait à son corps, des filets d'eau dégoulinaient de ses cheveux. Il respirait lourdement, mais souriait. Meilin aussi était trempée jusqu'aux os. Ses cheveux s'étaient échappés de son chignon, sa robe collait à ses épaules. Il se tenait sous l'auvent du perron et se regardait. Shaun fut le premier à pouffer, puis il éclata de rire, fort, sonore. Meilin gloussa en réponse, couvrant sa bouche de sa paume. Il riait comme des enfants pris sous la pluie. « Quelle allure !» dit Shaun, en essorant sa manche. « Trempé comme... » Il ne trouva pas de comparaison, écarta simplement les bras. Meilin le traîna dans la blanchisserie, le fit asseoir sur une chaise, apporta une serviette. Propre, lavée par elle-même. Elle la lui tendit, mais il secoua la tête, prit sa main et remit la serviette dans sa paume. « Toi d'abord, dit-il. Essuie-toi. » Elle obéit, s'essuya le visage, les cheveux, puis jeta tout de même une seconde serviette sur ses épaules à lui. Il hocha la tête avec reconnaissance. L'averse tambourinait sur le nouveau toit. Pas une seule goutte ne pénétrait plus à l'intérieur. Seulement le chant régulier de la pluie au dehors. La soirée fut tranquille. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un air humide et une odeur de terre mouillée. Meilin fermait la blanchisserie quand elle entendit des voix. 3 hommes marchaient dans la rue en titubant. L'un chantait bruyamment quelque chose d'obscène, le deuxième riait aux éclats, le troisième, le plus costaud, l'aperçut et poussa ses compagnons du coude. « Regardez-moi ça !» lança-t-il. « Une petite chinoise toute seule !» Ils se dirigèrent vers elle. Meilin recula vers la porte, chercha la poignée derrière son dos. « N'aie pas peur, ma jolie !» Le chanteur fit un pas de plus. « On veut juste discuter. » « Peut-être pas que discuter ?» Le costaud eut un sourire narquois, la regardant d'une façon qui lui fit courir un frisson dans le dos. Meilin déglutit. Son cœur battait la chamade. Il fallait fuir à l'intérieur, s'enfermer, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. « Hé, tu me comprends ?» Le chanteur se pencha vers son visage. Il empestait le whisky. « Ou tu ne jacasses que dans ta langue ?» Elle ouvrit la bouche pour crier, et soudain, une ombre immense se dressa derrière les hommes. Shaun marchait sans se presser, mais il y avait quelque chose dans sa démarche qui dégrisait même les ivrognes. Il s'approcha, se plaça entre Meilin et le trio, se tint là, simplement, croisa les bras sur sa poitrine, regarda de haut, silencieux. Le costaud tenta de prendre une pose menaçante. « Écoute, le rouquin, ça ne te regarde pas. » Shaun fit un pas en avant, un seul. Mais l'homme s'interrompit. « Ces messieurs vont partir maintenant, » dit Shaun doucement, avec un fort accent irlandais. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Partir, vite et loin, où nous aurons une conversation qui ne plaira pas à ces messieurs. Le chanteur octa, recula. Le troisième, qui était resté silencieux, battait déjà en retraite. « On ne voulait rien de mal, » marmonna le costaud. « On passait juste par là. Continuez votre chemin. » Ils partirent, rapidement, presque en courant, trébuchant sur leurs propres pieds. Shaun les suivit du regard jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. Ce n'est qu'alors qu'il se tourna vers Meilin. Son visage s'adoucit immédiatement. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Meilin faillit dire « Thank you ». Les mots étaient déjà au bout de sa langue. Et se rattrapa au dernier moment,
ferma la bouche. À la place, elle joignit les paumes devant sa poitrine, s'inclina profondément, comme on s'inclinait en signe de profonde gratitude. Shaun se gratta maladroitement la nuque. « Allons donc, j'ai juste... Enfin, j'étais dans le coin. » Il fit des gestes. « Je te protégerai. » Du moins, il essaya de le montrer. Il obtint quelque chose d'étrange. Il se voûta, écarta les bras, mimant apparemment la protection. Mais vu de l'extérieur, cela ressemblait à une poule inquiète déployant ses ailes au-dessus de ses poussins. Maylin pouffa, couvrant sa bouche de sa main. Shaun regarda ses propres mains, comprit à quel point il avait l'air ridicule et rit lui-même. « Bon, comme protecteur, je vaux pas grand-chose, » admit-il. « Mais tu as compris l'idée, non ?» Elle hocha la tête. Elle avait compris. Et comment? Dans la tête de Maylin tournaient les mots « Merci à toi, grand ours gentil. Tu ne te moquerais pas de mon accent, n'est-ce pas? Tu écouterais simplement. » Mais j'ai peur. Si peur. Shaun resta encore un moment, s'assura qu'elle allait bien, hocha la tête et s'en alla. Se retourna à mi-chemin, fit un signe de la main. Maylin le regarda s'éloigner, serrant dans sa main la clé de la blanchisserie. La clé qui s'enfonçait dans sa paume si fort qu'elle laissa une marque rouge. Elle entra à l'intérieur, ferma la porte, s'y adossa. S'assit directement par terre, entourant ses genoux de ses bras. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle pleura. Doucement, sans bruit. De gratitude, de peur, du désir de lui crier en anglais parfait « Ne pars pas, reste, parle-moi ». Mais elle se taisait. Dehors, dans une flaque, se reflétait la lune, sortie de derrière les nuages. Quelque part au loin, mugissait le train de nuit, emportant quelqu'un vers une nouvelle vie. 6 mois s'étaient envolés comme un long soupir. L'automne avait cédé la place à l'hiver au début du printemps. Shaun venait chaque jour, après le travail sur les voies, imprégné de fumée de locomotive et d'huile de machine. Il apportait tantôt un canard sauvage qu'il avait abattu, tantôt un sac de pommes de terre, tantôt il s'asseyait simplement à côté, pendant que Maylin faisait la lessive. Ils avaient appris à se comprendre sans mots, par le regard, par l'inclinaison de la tête, par la façon dont se posaient les mains. Mais pour Shaun, cela ne suffisait pas. Il se réveillait la nuit dans la baraque, écoutant les ronflements de ses camarades, et pensait à une seule chose. Comment épouser une femme avec qui il n'avait pas échangé un seul mot compréhensible? Comment demander si elle était d'accord? Comment savoir ce qu'elle ressentait? Ce matin-là, il avait pris sa décision. Il s'était lavé à l'eau froide du tonneau, avait enfilé sa seule chemise propre, peigné sa crinière rousse autant que possible, et s'était rendu au quartier chinois de la ville. La boutique de Liu Chen se nichait entre un entrepôt et une écurie. Ça sentait le santal, le poisson séché et quelque chose de sucré que Shaun ne parvenait pas à identifier. Derrière le comptoir était assis le propriétaire lui-même, un petit vieux sec avec de longues moustaches semblables à des queues de rat. Il leva les yeux de ses comptes. « En quoi puis-je vous aider ?» Shaun ôta son chapeau, le malaxant entre ses mains. « J'ai besoin de traducteur, » lâcha-t-il, « du chinois vers l'anglais. » Liu Chen plissa les yeux. « Combien tu paies ?»« 2 $, en argent. » Le vieil homme hocha la tête, reposa son boulier. « Parle. Qu'est-ce qu'il faut traduire ?»« Pas quoi. Qui ?» déglutit Shaun. « Maylin, la blanchisseuse. Vous la connaissez ? » « Je la connais. Bonne fille, travailleuse, » dit Liu Chen en regardant Shaun attentivement. « Tu viens la demander en mariage ?»« Oui. » Shaun se redressa, bomba le torse. « Je veux l'épouser. Mais elle ne parle pas anglais,
Et je ne comprends pas le chinois. Pendant 6 mois, Enfin, on était juste ensemble. Et maintenant, je veux demander comme il se doit. Liu Chen gloussa, mais quelque chose comme de l'approbation passa dans ses yeux. Quand on y va? Maintenant, si c'est possible. Le vieil homme ferma la boutique et ils se dirigèrent vers la blanchisserie. Shaun marchait, sentant son cœur battre la chamade. Dans sa poche tintaient des pièces. Il les palpait du bout des doigts, comme un chapelet. Meilin se tenait près du baquet, essorant une chemise d'homme. Elle vit Shaun et sourit, comme toujours. Puis elle remarqua Liu Chen. Le sourire s'éteignit. Son visage devint méfiant. « Bonjour, Meilin », dit le vieil homme en chinois. Elle répondit doucement, sans quitter Shaun des yeux. Il se tenait sur le seuil, se balançant d'un pied sur l'autre, comme un écolier devant son maître. « commença Shaun, puis s'interrompit. Il regarda le traducteur. « Dites-lui... Non, attendez. » Il prit une profonde inspiration, s'approcha de Meilin. Elle leva les yeux vers lui, immense, sombre, effrayé. Shaun parla lentement, laissant à Liu Chen le temps de traduire. « Meilin, je ne sais pas parler joliment. J'ai peu de mots. Mon anglais lui-même a un accent. C'est en Irlande qu'on me l'a appris. Mais voilà ce que je sais avec certitude. » Liu Chen traduisait, et Shaun voyait comment son visage changeait. De la méfiance à la surprise. « Depuis 6 mois, je viens ici. J'apporte des fleurs, je répare le toit, je reste assis en silence à côté de toi. Et chaque jour, je pense, la voilà, ma femme. Elle ne me parle pas, mais je comprends quand même. Elle est bonne, forte, belle. Elle travaille de l'aube à la nuit, ne trompe personne, ne souhaite de mal à personne. » Meilin restait immobile. Seuls ses doigts serraient le tissu mouillé, si fort que les jointures blanchissaient. « Je veux te demander, » continua Shaun, et sa voix trembla. « Veux-tu m'épouser? Je sais, je suis grand, grossier, je travaille sur les voies, je n'ai pas vraiment de maison, juste une chambre dans la baraque. Mais je construirai une maison, je le jure. Je prendrai soin de toi, je te protégerai. Toute ma vie, je m'efforcerai de faire en sorte que tu ne le regrettes pas. » Liu Chen traduisit. Un silence s'installa. Quelque part, l'eau gouttait du robinet. Dans la rue, une charrette passa en grinçant. Meilin regardait Shaun, et des larmes brillaient dans ses yeux. Elle ouvrit la bouche, la referma. Ses mains tremblaient. Shaun fit un pas en avant, voulut lui prendre la main, mais s'arrêta. Il attendait. Enfin, elle parla, en chinois, doucement, mais fermement. Liu Chen écoutait en hochant la tête. « Elle dit, » commença le vieil homme, et Shaun retint son souffle. « Elle dit, oui, elle accepte. Si tu n'as rien contre le fait qu'elle soit petite et silencieuse. » Liu Chen prononça ce dernier mot d'une façon étrange, mais Shaun ne le remarqua pas. Il rugit de joie si fort que Meilin sursauta. Il se précipita vers elle, la saisit, la souleva dans les airs, la fit tournoyer. Elle poussa un cri, aigu, effrayé et heureux. « Elle accepte !» hurlait Shaun. « Elle accepte! Mon Dieu, merci !» Il la reposa par terre, mais ne desserra pas les bras. Il la regardait d'en haut, rayonnant comme un enfant, avec un cadeau de Noël. « Je construirai une maison, » disait-il rapidement, de façon décousue. « Une grande maison, avec un toit solide. Et je mettrai une clôture. Et on plantera un jardin si tu veux. Tout ce que tu diras. Enfin, pas que tu diras, que tu montreras. Bref, je ferai tout. » Liu Chen traduisait, ayant du mal à suivre. Meilin écoutait, et les larmes coulaient sur ses joues. Elle hochait la tête, souriait à travers ses larmes. Shaun se souvint de l'argent, plongea la main dans sa poche, en sortit $2 d'argent.
Il les tendit à Liu Chen. « Merci à vous. Merci infiniment. » Le vieil homme prit l'argent, secoua la tête. « Vous êtes étranges, vous autres. Comment dit-on? Aux yeux ronds. 6 mois à vous taire comme des poissons, et maintenant d'un coup, vous mariez. » Il se dirigea vers la sortie, marmonnant dans sa barbe. « La jeunesse d'aujourd'hui est pressée. De mon temps, on faisait d'abord la cour pendant 3 ans, puis on réfléchissait encore 2 ans, et après seulement. » La porte se referma derrière lui. Shaun et Meilin restèrent seuls. Il la tenait par les épaules, délicatement, craignant de la briser. Elle le regardait d'en bas. Entre eux, planait le silence. Mais maintenant, il était différent. Chaleureux. Prometteur. Shaun fit des gestes. 1 mois. Puis il dessina quelque chose ressemblant à une église avec un clocher. Le mariage. Meilin hocha la tête. 1 mois. Puis le mariage. Il se pencha, l'embrassa sur le front, chastement, tendrement. Elle ferma les yeux. Lorsque Shaun partit, sautillant comme un gamin, manquant de renverser une charrette au passage, Meilin s'affaissa sur une chaise. Ses mains tremblaient. Elle les serra l'une contre l'autre. 1 mois, pensait-elle en anglais, formant silencieusement les mots. J'ai 1 mois. 1 mois pour me taire. Et ensuite je lui dirai. Après le mariage, je lui dirai, c'est certain. Et s'il s'en va... Elle secoua la tête, chassant cette pensée. Non, Shaun ne partirait pas. Il avait attendu 6 mois qu'elle accepte, communiquant par gestes, apportant des fleurs, réparant le toit. Les hommes comme lui n'abandonnent pas à cause d'un accent. Mais la peur la rongeait quand même de l'intérieur, sourde et aiguë, comme une écharde sous la peau. Elle se leva, retourna au travail. Ses mains bougeaient machinalement, lavées, rincées, essorées. Et dans sa tête résonnaient déjà les mots qu'elle lui dirait après la cérémonie. « Hello, mon grand ours. Enfin, je peux te parler. Pour vous qui n'ayez pas peur. Pour vous qui ne partent pas. » Dehors, les premiers pommiers fleurissaient. Le printemps était venu, et avec lui, l'espoir. Le mois passa comme un éclair, et en même temps s'étira interminablement. Meilin cousait sa robe de mariée le soir, à la lueur d'une lampe à pétrole. Le tissu blanc qu'elle avait troqué contre 2 semaines de lessive chez un marchand était étalé sur la table. Elle brodait sur l'ourlet des grues rouges, symbole de bonheur et de longue vie. L'aiguille virevoltait entre ses doigts, le fil se déposait docilement en motif. Shaun, pendant ce temps, construisait une extension à la petite maison qu'il avait réussi à louer en bordure de la ville. Chaque soir, il venait montrer ses progrès. Voilà, les murs montaient. Voilà, le toit était posé. Voilà, la fenêtre installée. Il gesticulait, expliquait quelque chose, et elle hochait la tête, souriait, et son cœur se serrait de plus en plus fort. Bientôt, très bientôt, il lui faudrait parler. Il y eut plusieurs moments dangereux. Le premier survint 1 semaine après la demande. Shaun transportait de lourdes planches pour le sol, trébucha sur une pierre, les planches s'envolèrent droit sur sa jambe. Il s'effondra, agrippant sa cheville, jurant entre ses dents « Bon sang !» Meilin, qui se tenait à côté, faillit crier « Careful, you okay ?» Les mots étaient déjà sur ses lèvres, prêts à jaillir. Au dernier moment, elle plaqua sa main sur sa bouche, les transformant en un « Aïe !» Shaun leva la tête, grimaça un sourire. « C'est rien, je suis vivant. Juste stupide, voilà tout. » Elle se précipita pour l'aider à se relever, mais tout tremblait en elle. 1 seconde de plus, et le secret aurait été révélé trop tôt. Le deuxième moment la surprit au marché. Meilin achetait de la farine pour les futures tartes du mariage. Le marchand, un gros type au tablier graisseux, lui donna un demi-sac au lieu d'un sac entier, exigeant le prix complet. « Tu comprends pas, hein ?
ricana-t-il. Alors paix et la ferme. Maylin sentit l'indignation bouillonner en elle. Les mots voulaient sortir. I see what you're doing. That's not fair. Mais elle serra les dents, recula, hocha docilement la tête. Elle paya et partit avec le sac à moitié vide. Le soir, Shaun remarqua que la farine s'était épuisée trop vite. Il fronça les sourcils, partit quelque part. 1 heure plus tard, il revint avec un sac entier et un sourire satisfait. Ses jointures de la main droite étaient écorchées. Maylin regarda sa main, puis lui. Il haussa les épaules. « Ça arrive, j'ai trébuché sur le marchand. Il ne trompera plus personne. » Elle prit sa main, effleura délicatement les écorchures. Elle voulait dire « Thank you », mais à la place, elle pressa simplement sa paume contre sa joue. Shaun se figea, la regardant avec une expression telle que Maylin eut le souffle coupé. « Je veillerai sur toi toute ma vie », murmura-t-il. « Je te le promets. » Elle hocha la tête, incapable de détourner le regard. Le jour du mariage fut radieux. Le ciel brillait d'un bleu pur. Le vent était doux et caressant. Maylin enfilait sa robe, les mains tremblantes. La femme du pasteur, Mrs. Carroll, l'aidait avec les boutons dans le dos. Elle bavardait sans arrêt. « Comme tu es jolie, ma chérie. Shaun est un vénard, je te le dis. Il s'est trouvé une femme si travailleuse. Dommage seulement que vous ne puissiez pas vous parler. Mais bon, l'amour se comprend sans mots, n'est-ce pas ?» Maylin regardait son reflet dans le petit miroir. Robe blanche à broderie rouge, cheveux relevés, retenus par des épingles en bois. Visage pâle, yeux immenses. « Ce soir, je lui dirai, » pensait-elle, après la cérémonie, « quand nous serons seuls. Je lui dirai la vérité. Il comprendra. Il doit comprendre. » Mrs. Carroll attacha le dernier bouton, recula pour admirer. « Une vraie image. Viens, ma chérie, ton fiancé t'attend. » L'église était petite, en bois, avec de simples bancs. Une quinzaine de personnes s'étaient rassemblées. Des ouvriers des chemins de fer, quelques Chinois qui connaissaient Maylin, les époux Carroll. Les témoins étaient Liu Chen et le coéquipier de Shaun, un grand échalas nommé Finn. Shaun se tenait devant l'autel dans un costume neuf. La veste serrait aux épaules. Sa carrure n'avait manifestement pas été prévue pour de telles dimensions. La cravate était nouée de travers. Ses cheveux roux tentaient de partir dans tous les sens, malgré les efforts pour les plaquer avec de la pommade. Mais quand il vit Maylin remonter l'allée, son visage se transforma. Il la regardait comme s'il voyait un ange. Le pasteur commença la cérémonie. Il parla d'amour, de fidélité, de patience. Maylin écoutait distraitement, sentant son cœur battre la chamade. Les mains de Shaun, tenant ses paumes, étaient chaudes et si grandes qu'elles cachaient complètement ses doigts. « Shaun O'Malley, prenez-vous cette femme pour épouse légitime ?»« Oui. » La voix de Shaun résonna ferme, sans l'ombre d'un doute. « Maylin, prenez-vous cet homme pour époux légitime ?» Elle hocha la tête. Le prêtre attendit, puis répéta en chinois. Liu Chen lui avait appris la phrase à l'avance. Maylin hocha de nouveau la tête, plus résolument. « Les alliances. » Finn tendit 2 simples anneaux d'or. Shaun en prit un, tenta de le passer à son doigt. Il ne rentra pas. Il essaya un autre doigt, toujours pas. Au 3e, il se coinça à mi-chemin. Des rires étouffés se firent entendre dans l'église. Shaun rougit, retira l'alliance, l'essaya sur son auriculaire. Elle rentra, bien qu'avec difficulté. « Eh bien voilà, » marmonna-t-il, « au moins quelque part. » Maylin se mordit la lèvre pour ne pas rire. Shaun passa l'alliance à son doigt. Elle flottait, trop grande. Elle serra le poing pour qu'elle ne tombe pas. Le prêtre s'éclaircit la gorge et poursuivit. « Au nom de notre Seigneur, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Shaun se pencha.
Maylin se dressa sur la pointe des pieds. Il était si grand qu'elle dut lever la tête presque jusqu'à en avoir mal à la nuque. Leurs lèvres étaient sur le point de se toucher quand Maylin chuchota, doucement, presque inaudible, mais absolument distinctement. « Enfin, mon grand ours. J'ai attendu cela pendant 6 mois. » Sean se figea, littéralement pétrifié sur place, les lèvres à quelques centimètres de son visage, les yeux écarquillés. Il s'écarta lentement, très lentement, la regardant comme si elle venait soudain de se faire pousser une seconde tête. « Qu'est-ce » commença-t-il d'une voix rauque. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Maylin déglutit. Son cœur était prêt à bondir hors de sa poitrine. Le silence dans l'église devint absolu. Tous se figèrent, ne comprenant pas ce qui se passait. Elle parla doucement, avec un accent chantant qu'elle avait si soigneusement caché pendant 6 mois. « J'ai dit que j'attendais. Tu vas m'embrasser ou non, mon mari ?» Sa voix tremblait. Le dernier mot, « mari », résonna avec un « R » à peine prononcé. Sean resta silencieux. Il la regardait, ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. « Tu parles anglais ?» Sa voix monta presque jusqu'au cri. Dans l'église, on sursauta. Finn ouvrit la bouche toute grande. Liu Chen ricana dans sa moustache. Apparemment, il s'en doutait. « Oui. » Maylin baissa les yeux. « 10 ans en Amérique. Mais quand je parlais, les gens riaient. Ils disaient que j'écorchais les mots. Avec toi, sa voix tomba jusqu'au murmure. J'avais peur. Peur que toi aussi tu ris. Que tu partes. » La pause s'étira. Maylin n'osait pas lever la tête. Les larmes lui brûlaient les yeux. Et soudain, Sean éclata de rire. Fort, sonore, de tout son cœur. Le rire résonna en écho dans l'église. Maylin tressaillit, recula d'un pas. Il rit. Seigneur, il rit d'elle. Il va dire maintenant que tout est fini, que... Sean la saisit par les épaules, fermement, mais tendrement. « Ma petite, » exhala-t-il à travers son rire, « ma petite idiote. Mais je viens d'Irlande. Tu as entendu comment je parle? Écoute mon accent. J'écorche les oreilles de tout le monde chaque jour. » Il se mit à parler vite, à l'irlandaise, avec un accent si terrible que la moitié des mots se perdaient. Puis il passa à l'anglais. 6 mois. 6 mois qu'on meuglait l'un vers l'autre comme des vaches au pré, alors qu'on aurait pu parler. Maylin cligna des yeux. Les larmes coulèrent, mais maintenant, elle riait à travers elles. « Tu n'es pas fâché ?»« Fâché ?» Sean m'attira contre lui, la serra si fort qu'elle en perdit le souffle. « Je suis heureux. Seigneur, maintenant tu peux me dire que je suis un idiot, et je l'entendrai de ta voix. »« Tu n'es pas un idiot, » chuchota Maylin contre sa poitrine. « Tu es bon, le plus bon. » Mais j'avais tout compris de toute façon. Sean s'écarta, plongea son regard dans le sien. Sans mots, j'avais compris. Mais parler, c'est mieux, non? Bien mieux. Et sourit à travers ses larmes. Alors, il se pencha de nouveau. Je peux t'embrasser? Ou tu as encore quelque chose à dire? Tu peux, souffla Maylin. Tu peux, mon mari. Leurs lèvres se rencontrèrent sous les applaudissements approbateurs et les rires des invités. Quelque part derrière, Finn siffla bruyamment. Madame Carroll essuyait ses larmes avec un mouchoir. Quand ils rompirent le baiser, Sean pressa son front contre le sien. « Promets-moi que tu ne te tairas plus, maintenant. »« Je promets, » Maylin rit. « Maintenant, tu ne pourras plus me faire taire. Toi non plus. » Il la souleva dans ses bras, la fit tournoyer. L'église explosa en applaudissements. La maison que Sean avait louée était petite, 2 pièces, un poêle, une table et un lit. Mais cette nuit-là, elle semblait à Maylin un palais. Ils entrèrent alors que le soleil s'était déjà couché. Sean alluma la lampe à pétrole, la posa sur la table. La lumière tomba en taches douces sur le plancher fraîchement raboté.
Ça sentait les copeaux de pin et le bois neuf. Maylin se tenait au milieu de la pièce, froissant l'ourlet de sa robe. Maintenant qu'ils étaient seuls, sa langue semblait collée à son palais. 6 mois de silence ne la lâchaient pas comme ça. Sean ôta sa veste, l'accrocha au dossier d'une chaise, défit le bouton du haut de sa chemise, passa la main dans ses cheveux, se tourna vers elle. « Bon, maintenant tu vas tout me raconter. » Depuis le début. Il approcha une chaise, s'assit, tapota la seconde chaise à côté de lui. « Assieds-toi. Parlons comme des êtres humains. » Maylin s'assit, croisa les mains sur ses genoux, cherchait ses mots. Sean attendait patiemment. « Je suis arrivé en Amérique il y a 10 ans, commença-t-elle doucement, butant sur certains sons. Je travaillais dans une usine. J'apprenais l'anglais la nuit, dans les livres. Je pensais que si je parlais bien, on me respecterait. » Elle se tut, fixant la table. « Et qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Sean avec douceur. 3 ouvriers. Ils riaient. Quand j'essayais de dire « pretty »,« joli », ça donnait « pretty ». Ils répétaient après moi, grimaçaient. L'un d'eux a même fait « coin-coin » devant moi, a dit que je parlais comme un canard. Sean jura entre ses dents. Maylin leva les yeux. Après ça, j'ai décidé de me taire. Toujours. Avec toi aussi, sourit-elle tristement. Tu étais si gentil. Tu apportais des fleurs, réparais le toit. J'avais peur d'ouvrir la bouche et de tout gâcher. Sean tendit la main, couvrit sa paume de la sienne. Tu sais ce que je vais te dire? Ces 3-là sont des idiots. Et toi, tu es courageuse. Vivre dans un pays étranger, apprendre la langue, travailler jusqu'à avoir des cales aux mains. C'est du courage. Le courage, c'est parler, objecta Maylin. Moi, j'avais peur. Tu parles maintenant, sourit Sean. Et tu as une belle voix, comme une chanson, même si les R et les L se mélangent. Maylin pouffa. Toi-même, tu as un accent tel qu'on ne comprend pas la moitié de tes mots. Justement, s'esclaffa Sean. On est fait l'un pour l'autre. Toi, une Chinoise, avec un Irlandais. Nos enfants parleront une langue que personne au monde ne comprendra. Elle rougit, baissa les yeux. Sean comprit ce qu'il venait de dire, rougit aussi. Enfin, je veux dire, dans le sens, J'ai compris, dit doucement Maylin, mais un sourire jouait au coin de ses lèvres. Ils se turent, puis parlèrent en même temps. Rire. Sean lui fit signe. Toi d'abord. Je voulais te demander... Maylin hésita. À l'époque, quand tu as apporté le dessin, tu te souviens? Avec les cercles et l'inscription. Je me souviens. Un gribouillage affreux. Tu voulais écrire « belle ». Mais tu sais ce que ça donnait en chinois? Sean se crispa. Quelque chose de mauvais? Chou. Maylin étouffa un rire dans sa paume. Tu as dessiné un caractère qui ressemble à belle, mais qui signifie chou. J'ai ri pendant une demi-heure après. Sean la fixa, puis éclata de rire si fort que les chaises tremblèrent. Un chou? Pendant 6 mois, j'ai cru que je t'avais fait un compliment. Et en fait, j'étais traité de légume. Un très beau légume. Maylin essuyait ses larmes de rire. Croquant et vert. Ils rirent jusqu'à en avoir mal au ventre. Puis Sean se leva, versa de l'eau de la cruche dans 2 verres, en tendit un à Maylin. À mon chou préféré. À mon grand ours, répondit Maylin, en trinquant avec lui. Ils burent en se regardant. Sean posa son verre, la regarda sérieusement. Maylin, promets-moi quelque chose. Quoi? Ne te tais plus jamais par peur. Si quelqu'un se moque de ton accent, envoie-le au diable. Ou mieux, appelle-moi, je l'enverrai moi-même. Je promets, acquiesça-t-elle. Mais toi aussi,
Promets-moi quelque chose. Dis-moi. Ne cesse pas d'apporter des fleurs. Même maintenant que je peux dire qu'elles me plaisent. Sean sourit. Chaque semaine. Je le jure. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Assis par terre, adossés au lit, ils parlèrent de tout et de rien. Maylin racontait la Chine, le village où elle était née, comment elle avait traversé l'océan et avait été malade 3 semaines dans la cale du navire. Sean parlait de l'Irlande, des collines vertes, de la famine qui avait chassé sa famille de chez elle, de son travail de débardeur au port, puis sur le chemin de fer. Les mots coulaient à flots. Ils s'interrompaient, riaient, se taisaient, recommençaient. Ils se découvraient l'un l'autre à nouveau, non plus par gestes, mais par de vraies histoires. Quand la lumière grise de l'aube commença à filtrer par la fenêtre, Maylin bâilla, couvrant sa bouche de sa main. « Fatiguée ?» demanda Sean. « Non. » Elle secoua la tête. « Heureuse. Juste très heureuse. » Sean l'entoura de son bras, l'attira contre lui. Elle posa sa tête sur sa poitrine, écoutant battre son cœur, régulièrement, calmement. « Maylin ?»« Oui. »« Ton accent chinois, dit lentement Sean en cherchant ses mots, c'est le plus beau son que j'ai entendu de ma vie. » Elle leva la tête, le regarda. « Et ton accent irlandais, c'est de la musique. » Il l'embrassa, longuement, tendrement. Dehors, un coq hurla, saluant le matin. Quelque part, une porte claqua. Quelqu'un passa dans la rue, en lourdes bottes. « Hé, au Malais !» cria une voix d'homme depuis la rue. « Laissez les gens dormir. Vous jacassez toute la nuit comme des pies. » C'était leur voisin, le vieux Wilson, qui habitait 2 maisons plus loin. Sean se pencha à la fenêtre. « 6 mois de silence, Wilson. Supportez maintenant. »« 6 mois de silence paradisiaque, » grommela le vieil homme. « Et maintenant, impossible de vous faire taire. » Maylin pouffa dans son poing. Sean ferma la fenêtre, se tourna vers elle. « Alors, ma femme bavarde, on dort un peu ?»« Dormons, mon mari bruyant. » Elle le tira par la main vers le lit. Ils s'allongèrent sans se déshabiller, simplement côte à côte, se tenant la main. Sean ferma les yeux, mais Maylin ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle contemplait son visage dans la lumière du matin, la barbe rousse sur ses joues, les taches de rousseur sur son nez, les ridules au coin de ses yeux. « Sean ?» chuchota-t-elle. « Je t'aime. » Il ouvrit un œil et sourit. « Continue. »« Je t'aime, mon grand ours. Je t'aime. »« Moi aussi je t'aime, mon petit chou, » dit-il en l'attirant plus près. « Maintenant, dors. Demain, ou plutôt aujourd'hui, nous aurons encore des années de conversation devant nous. » Maylin ferma les yeux, se blottissant contre son épaule. Dehors, la ville s'éveillait. Les charrettes grinçaient, les chiens aboyaient, une locomotive sifflait au loin. Et dans la petite maison à la lisière de la ville, 2 personnes qui s'étaient tues pendant 6 mois avaient enfin retrouvé leur voix. Et désormais, plus rien ne pourrait les faire taire. Toute une vie s'étendait devant eux. Une vie emplie de mots, de rires, de disputes, de réconciliations, d'histoires racontées dans 2 langues avec 2 accents. Une vie qui avait commencé dans le silence et s'épanouissait dans la conversation. Bon, j'avoue la manipulation. Je viens d'étirer sur 60 pages un problème qui aurait pu se résoudre en une seule phrase. Le truc classique de l'écrivain. Prenez un simple malentendu, gonflez-le aux dimensions d'un roman, ajoutez des émotions, et voilà, vous avez une histoire d'amour. Shakespeare faisait ça tout le temps. Roméo et Juliette sont morts à cause d'une lettre mal acheminée. Un service postal correct, et il n'y aurait pas eu de tragédie. Chez moi aussi, 2 personnes parlant la même langue communiquent par gestes pendant 6 mois. Ils vont jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Si je vous racontais cette histoire au dîner, vous diriez
N'importe quoi, ça n'arrive pas. Mais si, ça arrive. Nous faisons tous ça. Nous nous taisons là où il faudrait parler. Nous construisons des systèmes entiers d'évitement au lieu d'avoir une simple conversation. J'ai simplement pris cette stupidité humaine universelle et je l'ai habillée d'un costume du 19e siècle, avec dentelle et fleurettes. Vous avez sûrement crié après les personnages tout du long. Moi aussi je criais en écrivant. Mon Dieu, cette femme, ouvre la bouche! Mais si elle l'avait fait, l'histoire se serait terminée à la 5e page. Et je devais vous montrer autre chose. Voilà quoi. Parfois, le silence n'est pas une absence de mots. C'est une façon de dire « j'ai peur ». Et l'amour, c'est quand quelqu'un entend ton silence et reste quand même. Apporte des fleurs, répare le toit, dessine des images ridicules. Attends que tu sois prêt à parler. Donc oui, c'est une histoire absurde. Mais la vie est absurde. Nous tournons tous autour du pot au lieu de simplement dire la vérité. La différence, c'est que dans la réalité, nous n'avons pas d'auteur pour arranger une fin heureuse au mariage. C'est pourquoi je l'ai arrangé. Parce que je peux. Pardonnez-moi ce caprice.